Bonjour les amis, une petite pré-introduction avant le débat que j'ai souhaité avoir avec Éric Dénessé. Alors d'abord pour le présenter, parce que j'ai omis de le faire dans la vidéo, là ce que j'enregistre c'est postérieurement à l'enregistrement de ce débat. Éric Dénessé est un homme précieux qui est très compétent, c'est un homme du renseignement, il dirige un cabinet spécialisé CF2R. Et il est très objectif, il a une approche mesurée, balancée, et en tout cas, je le tiens pour un patriote, ce qui pour moi quelque chose d'extrêmement important, et le débat avec lui est toujours précieux. Ensuite, c'est pour vous donner quelques petites nouvelles, mais peu pour l'instant, pour des raisons de procédure, mais je fais l'objet de pressions assez importantes. On intente contre moi des procédures pour me faire taire. Je vous en avais touché un petit mot. Je vous donnerai le moment venu les éléments parce que je dois respecter les processus liés à ces procédures. Mais pour l'instant, elles sont de deux ordres. Il y a une plainte devant le Conseil de l'ordre et il y a le démarrage, semble-t-il, d'une procédure pénale. On me reproche de faire de l'apologie du terrorisme. Et savez-vous en quoi j'ai critiqué la façon dont l'ambassade d'Israël en France avait exhibé le cadavre déchiqueté de Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas. Je n'ai pas contesté la dimension militaire de ce qui s'est passé. C'était un chef de guerre. L'armée israélienne le combat. Et dans ce cadre-là, c'est la guerre. Bien, les civils, c'est autre chose. Ce qui se passe à Gaza, c'est autre chose. On connaît ma position. Mais le fait d'avoir critiqué ce qu'avait fait l'ambassade d'Israël, qui avait publié des photos, qui avait profané le corps de cet ennemi tué, eh ben, est considéré comme de l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'on attend de moi que j'acclame ce que fait l'ambassade d'Israël, sachant que les règles internationales interdisent de faire ce qu'ils ont fait. C'est un crime de guerre, article 8 du traité de Rome, de la Convention de Rome qui a créé la CPI, entre autres, mais il y a également tout ce qui concerne les conventions de Genève. Eh bien, écoutez, quand vous dénoncez je veux dire, une publication indécente, elle était totalement indécente, et eh bien, on vous accuse, alors même que cette publication est probablement un crime de guerre lui-même, on vous accuse de faire l'apologie du terrorisme, ce qui effectivement constitue une pression, vise à faire des procédures, à faire perdre du temps et à mobiliser, à instrumentaliser en la circonstance le Conseil de l'ordre et puis après la juridiction pénale. Alors, ce que je vous demande, c'est le soutien, bien évidemment, par tous les moyens. Abonnez-vous, mettez des pouces, cliquez, faites ce que je vous demande, soutenez-nous matériellement. Je dis nous parce que là, collectivement, je fais travailler un petit peu des gens. Donc voilà, je vous tiendrai informé, bien évidemment, du contenu plus précis de ce dont je viens de parler. Voilà, eh bien écoutez, bonne vidéo. Bonjour, bonjour à tous. Nouvelle vidéo du monde qui change avec Éric Dénessé que nous avons déjà reçu ici. Je lui ai proposé de faire un petit point sur l'accélération du monde. C'est-à-dire que ce monde qui change, il change, semble-t-il, de plus en plus vite. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est, on va peut-être en discuter, c'est est-ce que c'est finalement le monde qui se met à jour, que les plaques tectoniques avaient bougé, et puis hop, il y a des facteurs qui ont déclenché cette mise à jour, ou bien est-ce que c'est une accélération d'un changement dont il est difficile aujourd'hui d'imaginer le terme. Voilà. Mon cher Eric, ce petit préalable étant fait, euh, un monde qui change, accélération ou pas. Alors j'ai proposé qu'on fasse ça en quatre parties. Euh, le sens de l'élection de Donald Trump et les conséquences qu'on peut imaginer, l'évolution du conflit ukrainien, avec les dernières informations
de la nuit concernant les autorisations données par Biden de frapper la Russie en profondeur, avec affolement sur certains réseaux. Le conflit au Moyen-Orient, bien sûr. Et puis, moi, j'ai une question concernant la Chine. J'ai l'impression que là aussi, les choses s'accélèrent. Mais comme chez nous, on a une mentalité de coloniser, une mentalité extrêmement provinciale également, on ne suit pas ce qui est en train de se passer. Il y a un voyage de Xi Jinping en Amérique latine en ce moment, on en dira un mot, et qui, à mon avis, a une signification très importante. Mais chez nous, on ne sait même pas ce qui est en train de se passer. On ne doit pas même plus savoir où se trouve l'Amérique latine. Mon cher Eric, merci d'être là. Alors, Donald Trump élu dans, dans d'excellentes conditions. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce que raconte cette élection? Écoutez, pour reprendre le titre de votre émission, je pense qu'effectivement, on assiste à un basculement du monde qui s'accélère. Et l'élection de Trump en est une autre manifestation. Pour moi, je considère qu'il y a une période de 30 ans qui a été une période de transition entre la fin de la guerre froide et le début de la guerre d'Ukraine. Ça a été en plus la grande période du terrorisme. Et depuis le début de la guerre d'Ukraine, eh ben, on observe la mise en place d'un nouveau système international. Alors très rapidement, bien sûr, il y a les problèmes, il y a la question des BRICS, il y a la remontée en force de la Russie, et puis cette nouvelle élection de Donald Trump qui finalement s'inscrit dans ces bouleversements en cours. Euh, Elle n'est pas si surprenante que ça. On la voyait se dessiner depuis longtemps pour ceux qui suivent l'actualité américaine. La seule question qu'on se posait, parce qu'on voyait la lame de fond se préparer, la seule question qu'on se posait, c'est que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation sous une forme ou sous une autre pour falsifier ces élections? J'insiste sur ce point parce que les élections américaines, comme je l'espère, beaucoup d'auditeurs l'ont observé, sont sur un système qui est totalement différent du nôtre. On peut voter par correspondance, on peut voter plusieurs jours à l'avance. Voilà, c'est un système qui devient totalement opaque et qui finalement On laisse peut la porte. voter sans justifier de son identité, ce qui est magnifique. Voilà, et ce qui laisse la porte ouverte beaucoup plus à des manipulations. Alors, ce n'est plus du bourrage d'urne, mais la réaction de Trump en 2020, lorsqu'il a considéré qu'on lui avait volé les élections, alors je n'ai pas des éléments sur le sujet, mais je pense qu'il avait posé légitimement une question, quel qu'ait été le résultat, parce que les manipulations peuvent être assez importantes. Et je mets de côté effectivement le fait que parfois un candidat à l'élection qui la remporte ait moins de voix que comment dire, que son compétiteur. Mais là, en tout cas, le score est sans appel. Le président maintenant contrôle les deux chambres. Il a été très largement élu et il va pouvoir, je crois que c'est ce à quoi il faut s'attendre, faire le ménage qu'il espérait faire en 2016 et qu'il n'a pas pu conduire parce que tout l'establishment, tout l'État profond américain et notamment la communauté du renseignement lui avait mis un certain nombre de bâtons dans les roues. Alors moi, la chose qui me paraît la plus importante sur Donald Trump, alors il y en a plusieurs, hein. Il y a bien sûr la politique intérieure et la politique étrangère, mais c'est surtout la politique économique. Là encore, nous le suivons assez peu en France, mais Bloomberg a encore annoncé il y a 48 heures que 7 trilliards de dollars allait probablement être réinjectée dans l'économie américaine. Alors, 7 trilliards de dollars, c'est-à-dire 7 000 milliards de dollars, c'est absolument gigantesque. Ce sont des sommes d'argent qui étaient en suspens, si je puis dire, depuis plus d'un an. C'est du cash qui circulait, mais qui n'était pas réinvesti dans l'économie américaine, parce que d'abord, les investisseurs attendaient de voir ce que seraient les résultats des présidentielles. Et puis, c'est un élément qui avait pris Donald Trump pour compter. Et Bloomberg a commencé à annoncer que cet argent allait revenir et ça va donner une impulsion énorme à la politique économique américaine parce que c'est quelque chose que Trump avait vraiment préparé. Alors, est-ce que tout va être réinvesti de manière aussi directe qu'il l'a annoncé? Je ne t'en suis pas sûr, mais on va avoir là un phénomène très intéressant avec probablement non seulement un protectionnisme qui va se remettre en place, mais surtout une réindustrialisation, parce qu'avec de telles sommes, les Américains sont tout à fait capables à la fois de recréer chez eux les industries qui leur manquent, de fermer le marché, de pouvoir faire en sorte que leur population achète des produits qui soient plus chers parce qu'il y aurait justement de l'argent frais qui pourrait être injecté dans le système économique. Et donc,
donc commencer à se passer ou en tout cas à réduire de plus en plus fortement les importations chinoises, voire les relations avec Pékin. Alors, c'est vrai que si ça se produit comme on le pressent aujourd'hui, ça aura de toute façon un impact très important sur l'économie mondiale et ça ruissellera d'une manière ou d'une autre sur les Européens, mais qui de toute manière resteront à la traîne et n'en bénéficieront pas autant. Donc je pense que pour moi, c'est un élément parmi les plus importants. Et puis après, on va le voir, mais il y a aussi les questions de politique intérieure et de politique internationale. Alors, sur ce virage économique, euh, l'Amérique d'abord, protectionnisme. Je croyais que c'était la concurrence libre et non faussée. Non, non, protectionnisme. Est-ce que c'est jouable? Je me pose la question parce que quand on voit le niveau de désindustrialisation, la perte de savoir, c'est-à-dire les ingénieurs conformes, les chaînes de production, tout un système qui, en dehors de l'armement, encore que, encore que je crois que c'est pas si clair que ça, le chantier est considérable. Est-ce Oui, tout à que, fait. est-ce que à relativement court terme, ça peut être significatif? Écoutez, pour l'instant, c'est le débat que l'on voit chez un certain nombre d'experts américains. Alors, d'abord, je fais amende honorable. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie, mais quand on essaie de comprendre ce qui se passe, on voit deux choses. Il y a un débat entre ceux qui disent ça va être bénéfique à court terme et ceux qui disent il va falloir attendre à moyen terme, 2, 3 ans, notamment pour la question des ressources humaines et des savoir-faire. Certains disent qu'il va y avoir une robotisation, que cet argent pourrait entraîner une robotisation importante et donc et se faire assez rapidement. Et ce sont d'ailleurs les mêmes qui disent que finalement aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en Europe, il y a l'apprentissage se fait souvent sur le terrain, en ce qu'ils appellent de on-the-job training, et donc que ça pourrait aller vite. Alors j'avoue que je suis plutôt réservé, je me dis que c'est quelque chose qui devrait prendre à minima 2, 3 ans. Avec cet argent, les Américains ont aussi la capacité d'acheter à la fois des robots, des ingénieurs et de la main-d'œuvre à l'étranger, puisqu'ils savent ça va être ça pourrait être et ça devrait être un boom important pour leur économie. Mais voilà, cette question, c'est ça. Est-ce qu'on doit s'attendre au cours de l'année 2025 à un décollage important ou est-ce qu'il faudra attendre 2027-2028? Là, je n'ai pas la réponse. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent s'acheter des ingénieurs. Ils les produisent peu parce que je crois ils ont eux aussi une catastrophe éducative. Le problème, c'est qu'ils peuvent, mais ils l'ont toujours fait d'ailleurs, hein, ils peuvent attirer les savoirs. Quand on sait que, en proportion, le pays qui forme le plus d'ingénieurs, c'est la Russie, et ensuite, en nombre, c'est bien évidemment la Chine qui part d'un bassin de population colossal. Mais les deux pays en question voient très bien arriver le problème et semble-t-il, ils vont prendre des mesures. Je pense en particulier à la Chine. Alors, juste une petite incise, Eric, deux incises. Une première, je ne vous ai pas représenté parce que, bon, effectivement, comme on se parle régulièrement, pour moi, c'est une donnée. Donc, chers amis, on ne va pas refaire son CV. Je ne vais pas vous renvoyer sa notice Wikipédia parce qu'elle est aussi dévastée que la mienne. Et je vais vous inviter à aller faire un petit tour sur Internet. Vous saurez tout concernant Éric Dénessé. Bien, Et moi, deuxième je ne vous ai pas incise. remercié pour l'invitation puisqu'on est rentré dans le vif des débats Oui, 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 sans voilà, toucher voilà. aux Mais je crois que politesses qui c'est ce qui caractérisent intéresse les gens. l'éducation française. Voilà. Voilà, hein, bon. Donc, oui, ce que raconte l'élection, je l'ai déjà dit sur ce média, le mien, ce que raconte cette élection de Trump, c'est la fraude de 2020. Je me suis penché dès le début. J'ai été voir, bon, il se trouve que j'ai des compétences dans le domaine du droit électoral français, mais je m'intéresse beaucoup au droit électoral, au système électoral américain, qui est un joyeux bordel du point de vue français quand on le regarde, mais qui est adapté aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait un tel consensus que ce qui nous apparaît aberrant, irrégulier, voire de la fraude, est absorbé par le système du fait de l'existence d'un consensus. Ce consensus, il est très abîmé. Donc, en 2020, il y a eu une opération. Les chiffres de l'élection de 2024 démontrent le caractère aberrant de ceux de 2020. Et Trump a été poursuivi, criminalisé
parce qu'il faisait ce que les, les politiques français font régulièrement, parce qu'il a voulu faire annuler l'élection, c'est-à-dire qu'il a fait un contentieux électoral. C'est une conspiration et un complot qui risque d'ailleurs de se retourner contre ses initiateurs parce que Trump va nommer un nouvel attorney général qui a bien précisé que les choses allaient être difficiles pour ceux qui ont été à la manœuvre du lawfare, c'est-à-dire de l'instrumentalisation de la justice américaine à des fins politiques, ce qui a abîmé le système judiciaire américain et qui a totalement détruit la confiance qu'avaient les citoyens dans ce système. Donc, effectivement, de ce que vous dites, Eric, on a le sentiment que Trump, il a toutes les cartes en main pour mettre en œuvre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, sachant que ça n'est pas son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier, ça n'est pas l'arrivée d'une horrible extrême droite qui mange les petits-enfants, c'est quelque chose de plus profond et de politiquement plus intéressant. Euh, Oui, surtout qu'on a vu aux États-Unis finalement le corps électoral se diviser en trois. Il y avait bien sûr les Trumpistes acharnés qui sont pour sa victoire, il y avait les démocrates qui étaient absolument contre lui, puis on a vu un espèce de marécage entre les deux, alors avec des républicains, notamment les plus à droite comme la famille Cheney, même la famille Bush, qui ont fait le soutien de Kamala Harris parce qu'ils étaient anti-Trump, mais dans les contacts que nous avons, nous, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de démocrates qui sont anti-trumpistes, mais qui n'ont pas voté Kamala Harris parce qu'ils mesuraient à quel point elle était insuffisante dans ses fonctions. Et donc, ce que vous décrivez comme fragmentation de la société américaine est quelque chose de très fort. Et j'ajouterai un point sur les contentieux électoraux et en tout cas les zones d'ombre, voire très sombres sur les manipulations de 2020, c'est que dans la doctrine américaine de sécurité informatique, on considère que le simple fait d'émettre un message, c'est-à-dire un email, mettant en cause la légitimité des élections de 2020 est une attaque contre les infrastructures nationales, parce qu'on considère que le vote fait partie des infrastructures nationales, tenez-vous bien, et que mettre en cause le résultat du vote qui a été validé en 2020 correspond à une attaque directe contre les intérêts des États-Unis. Donc on est rentré, sans s'en apercevoir, souvent ici, nous en Europe, les États-Unis sont rentrés dans un véritable délire. Et effectivement, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que Trump va d'abord se concentrer sur ce qu'il veut faire des États-Unis avec ses réformes, et est-ce qu'il va mener en parallèle ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire la remise à plat et la dénonciation de ce qui s'est passé en 2020. C'est la véritable question. En tout cas, on le voit dans les nominations. Il va très vite, il a pris la direction des opérations depuis qu'il est nommé. Et on s'aperçoit donc que Biden et son équipe sont déjà en réaction et, non pas, et ne mènent absolument plus le jeu. Toutes les nominations sont très intéressantes. Bien évidemment, là, il n'a plus aucun état d'âme sur les femmes et les hommes qui nomment au poste de responsabilité. Bien sûr, on voit tout ce discours en disant nous entrons dans une Amérique fasciste, ça va être quelque chose d'épouvantable, mais il a tellement été attaqué sur son premier mandat qu'il sait que s'il veut se concentrer sur une remise à plat du système, il faut qu'il prenne les choses en main tout de suite. Alors, pour moi, il y a eu une évolution majeure, on l'a vu pendant sa campagne, il a été moins outrancier que les fois précédentes, même s'il s'est livré à un certain nombre de sorties qui ont bien sûr été ultra médiatisées par les médias européens contre lui, mais son entourage a profondément changé. Il a le soutien de l'économie, de beaucoup de secteurs économiques. On a bien vu que le New York Stock Exchange avait réagi très favorablement à son élection. On voyait d'ailleurs dans les mois qui précédaient que ce serait quelque chose qui serait assez, comment dire, assez logique, puisque c'est les réformes proposées sa volonté économique satisfaisaient les investisseurs et les entreprises américaines, et notamment dans le domaine de l'extraction des énergies fossiles. D'ailleurs, on le voit dans les nominations. Donc aujourd'hui, on peut dire que Trump a vraiment le vent en poupe. Et je pense même que les démocrates, à part quelques petites guérillas derrière-garde, ne vont même pas essayer de mener contre lui une guerre comme celle qu'ils ont menée entre 2016 et 2020. alors, sur les nominations, effectivement, il y a eu une première vague où là, dans l'infosphère, hein, c'est-à-dire
la réinformation, on disait, oh là là, ce sont d'horribles néocons, avec la nomination de Marco Rubio, par exemple. Et puis, il y a eu une deuxième bordée de nomination. Alors là, les mêmes étaient très contents parce qu'on avait des personnalités qui étaient d'abord clivantes et ensuite assez représentatives de certains courants. Moi, pour ce qui me concerne, bon, la présence d'Elon Musk est quelque chose de très important et je pense que ça a joué son rôle dans la victoire de Trump. Mais je pense à Tulsi Gabbard, par exemple, parce que on parle de ces, vous avez parlé de ces démocrates qui sont passés du côté Trump, ben, elle en fait partie. Par exemple, Robert Kennedy aussi, Elon Musk aussi, il était démocrate au début, hein, quand il a commencé à faire de la politique. Donc, il y a véritablement quelque chose, moi, à mon avis, qui s'apparente à ce que un peu on a connu en France, qui était la thèse pour la France, s'entend, de Jérôme Sainte-Marie sur la disparition du clivage classique droite-gauche par la mise en place d'un populisme. Alors, le populisme de gauche a échoué en France, je parle de la France là. Le populisme de droite avec le RN a réussi, non pas à arriver au pouvoir, mais bon, à devenir une force très importante, probablement la première. Aux États-Unis, je pense qu'on peut qualifier le Trumpisme de populisme de droite. Ça, c'est comme ça que personnellement je le verrai. Donc, par rapport à ce qu'on nous annonçait, on a une situation où il y a un nouveau patron qui arrive avec des moyens. Ça, c'est un petit peu la surprise parce qu'on nous a vendu. Et là, je vais vous repasser la parole parce que je vous ai entendu euh, sur une de vos interviews quand vous parliez des Français, de ces Français, de ce système français complètement soumis aux États-Unis, mais soumis aux démocrates américains. C'est ça qui est assez intéressant. Qu'est-ce qui va leur arriver à cela? Ils vont rectifier ou bien ils vont continuer à être démocrates, enfin, démocrates tendance à l'ancienne, quoi. Ah, moi, je pense que lorsque l'Amérique va commencer à changer, elle commence à le faire sous l'impulsion de Trump. D'abord, le poids les démocrates ont besoin de se reconstruire. Donc, la défaite de Harris, malgré l'investissement d'Obama, de la famille Clinton et même de Cheney, est quand même pour eux une perte de claque magistrale. Par contre, ils ne perdent pas leur influence internationale ils disposent aussi de fonds très, très importants. Et donc, l'influence qu'ils peuvent avoir sur les dirigeants européens, pour moi, elle ne va pas disparaître de sitôt. On voit très bien en ce moment, dans les quelques mois qui nous séparent de la prise de fonction de Donald Trump, la manière dont ils influent sur les élites européennes pour que si l'Amérique lâchait l'Ukraine, eh bien les Européens puissent continuer à le faire. Alors ce qui est suicidaire pour nous, puisque nous n'avons pas les moyens financiers et que ce n'est pas nous qui sommes responsables de ce conflit. Il faut rappeler que les Américains ont poussé les Russes à l'intervention. Donc il y en a un qui est l'agresseur, mais il y en a un qui est le provocateur. Donc ce qui permet de rétablir un certain équilibre dans les responsabilités des uns et des autres. Mais voilà, pour l'instant, on sent bien que les démocrates, par les différents moyens d'influence dont ils disposent, leurs grandes fondations, les moyens financiers qui sont les leurs, vont continuer à jouer un rôle d'influence important, et peut-être d'ailleurs plus important en Europe que chez eux dans les 4 années qui viennent. C'est un petit peu le sentiment qu'on a aujourd'hui, qui peut bien sûr évoluer. Alors, vous venez d'aborder la question ukrainienne. Je propose qu'on passe à ce théâtre d'opération. Bon, il y a ces informations récentes sur l'autorisation que Biden aurait donnée. On est encore dans le conditionnel de frapper la Russie avec des armes, euh, avec des missiles dans la profondeur. Euh, il y a toutes les discussions, d'abord, que va faire Trump? Ensuite, quand est-ce qu'on négocie? Quelles sont les solutions possibles? Moi, j'ai tendance à penser que les Russes ne disent toujours pas ce qu'ils veulent. Enfin, quels sont? Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Si, ils l'ont dit, mais quels sont leurs objectifs de la guerre actuellement? Et que il est tout à fait possible, d'après moi, qu'ils fassent entre guillemets toujours durer le plaisir, qu'ils sont pas pressés d'une solution rapide, au contraire de ce que la presse prétend. Et puis, effectivement, qu'est-ce qui il peut se passer avec cette transition de 2 mois?
Biden reste là. Et ensuite, l'arrivée de Trump, comment est-ce que Trump pourrait souhaiter, puisqu'il a dit qu'il le voulait, se débarrasser de ce furoncle? Alors, d'abord, les déclarations de ce week-end sont intéressantes, même si elles ne sont pas confirmées, comme vous le disiez. L'entourage de Trump a d'ores et déjà réagi ce matin en disant que, il remettrait tout cela en question aussitôt qu'il arriverait à la Maison-Blanche, y compris donc les frappes à longue distance. Pendant très longtemps, depuis plus de 18 mois, on sait que les Français et les Britanniques sont plutôt favorables à ces frappes à longue distance, que les Allemands hésitaient. Olaf Scholz y a toujours été opposé, alors qu'on voit, on a vu la semaine dernière des députés allemands demandant à ce que des missiles Taurus soient donnés aux Ukrainiens. Et puis les Américains étaient beaucoup les plus réservés parce que ils n'ont cessé de franchir les lignes rouges russes malgré le fait que Moscou les ait prévenus. Mais là, ils savaient très bien que si on permettait les tirs à 300 km, eh bien, il y aurait une riposte probablement dévastatrice de la Russie, et pourquoi pas avec l'emploi de l'arme nucléaire dite tactique. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens disposent de ces missiles qui peuvent faire des frappes à longue distance, mais ils sont bridés, ils ne peuvent pas tirer au-delà de 150 à 200 km entre, voilà. Ce qui fait que ça limite les portées. Alors, voilà. Est-ce que c'est une fuite en avant des démocrates américains avant qu'il ne quitte le pouvoir? Et d'ailleurs, derrière cette décision, il faut probablement voir beaucoup plus Jack Sullivan, le Conseil national à la sécurité, voir Anthony Blinken que Biden lui-même, qui est déjà, je dirais malheureusement, intellectuellement hors course. Je n'ai pas vu de réaction du Pentagone parce que je ne suis pas sûr que le Pentagone soit tout à fait favorable à une telle décision. En tout cas, on a déjà vu les réactions de Zelensky qui semblent faire preuve d'une prudence majeure parce qu'il sait très bien que s'il se livre à ce genre de frappe à 300 km, voire plus à l'intérieur du territoire russe avec des missiles, parce qu'ils font d'ores et déjà des frappes de drones plus importantes jusqu'à Moscou, eh bien, il risque vraiment d'avoir une réaction russe qui soit terrible. Alors, voilà, pour l'instant, je crois qu'il faut un petit peu être prudent pour savoir si la décision a été donnée définitivement. Ensuite, voir si les Ukrainiens le feront. Et puis, je pense qu'il y aura des pressions énormes de la Russie avant les premières frappes et des réactions terribles s'il y avait des premières frappes. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ce soit pas tout simplement une gesticulation en ce moment. Maintenant, sur la politique de Trump à l'égard de ce conflit, moi j'ai beaucoup apprécié les sorties de Tulsi Gabbard, hein, qui, dès sa nomination, et d'ailleurs avant même sa nomination, avait sorti des choses extrêmement justes pardon, sur le régime de Zelensky, sur la responsabilité du conflit. Voilà, Trump a toujours manifesté sa volonté de mettre un terme rapidement à cette crise. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire aussi vite qu'il le souhaite. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des intérêts économiques importants. Il ne faut pas oublier que des tas d'entreprises américaines gagnent énormément d'argent sur ce conflit, mais c'est aussi le cas des entreprises européennes et françaises, puisque soit on vend du matériel, soit on en construit sur place, soit on fait de la formation. Donc il ne faut pas, même si je dirais la très très grande majorité des sommes d'argent que nous donnons à l'Ukraine ne seront jamais remboursées et que c'est une perte sèche pour nous, beaucoup de nos industriels et des industriels occidentaux gagnent de l'argent dans ce conflit. Donc ça veut dire que les intérêts sont importants et que tous les acteurs ne souhaitent pas que le conflit s'arrête rapidement. Et ensuite, ça va être de voir quels sont les freins internes que les Américains pourraient mettre aux décisions de Donald Trump. Voilà, pour l'instant, et puis la dernière inconnue, c'est quelle pourrait être une réaction de désespoir on va dire des néo-nazis ukrainiens confrontés à une négociation entre le gouvernement de Kiev, je ne dis pas Zelensky puisque ce n'est plus le président légitime de ce pays, et puis les Russes. Et en ce qui concerne la Russie, ce que vous évoquiez, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent. Alors, oui et non. C'est-à-dire que les Russes n'ont jamais défini de limite à leur action dans la mesure où ils agissent en réaction. S'ils ont lancé cette offensive en 2022 que l'on peut critiquer, c'est aussi une réaction à des provocations américaines et qu'ils n'auront guère laissé le choix. Ils avaient quand même annoncé la couleur dès fin 2021 en disant qu'ils voulaient une démilitarisation de l'Ukraine, sa non-adhésion à l'OTAN, enfin une démilitarisation, une dénazification de l'armée ukrainienne, la non-adhésion à l'OTAN et comment dire, la récupération de la Crimée. À partir du moment où tout cela n'a jamais été pris en compte et que
militairement, il progresse pas rapidement, il faut le reconnaître. On ne peut pas dire qu'il y ait un succès éclatant de l'armée russe. Le temps joue pour eux, puisqu'ils voient bien que l'Occident, dans son soutien à Kiev, s'essouffle, que la démographie ukrainienne ne permet pas à Kiev d'avoir suffisamment d'hommes et que, bon, petit à petit, ils grignotent du terrain. Donc le temps joue pour eux. L'arrivée de Trump ne les enthousiasme pas plus que ça. Ils n'oublient pas non plus les sanctions qu'a pris Trump pendant son premier mandat. Donc pour l'instant, je ne vois guère une fin de ce conflit finalement avant l'arrivée de Donald Trump et j'irai dans les 2, 3 mois qui suivent son arrivée, ce qui nous laisse encore 6, 8 mois devant nous. Concernant les objectifs russes, bon, il y a le mémorandum qu'ils ont envoyé à la fin de l'année 2021 en disant quels étaient leurs objectifs, ce qu'ils souhaitaient la mise en place d'un traité de sécurité collective. Bon, vous l'avez dit, ils ont été effectivement mis devant le fait accompli et cette guerre a donc été provoquée. Le problème, c'est qu'elle aurait pu s'arrêter rapidement, les objectifs étant atteints, Minsk, Istanbul, et on a de nouveau eu la confirmation que c'est bien Boris Johnson, à la demande des États-Unis, qui est venu dire non, 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 faites pas ça, vous allez voir, on va vous aider. On va vous aider parce que les Russes prennent leur temps, mais ils ne conduisent pas une guerre de conquête. Ils veulent récupérer les oblasts, pas à n'importe quel prix, parce qu'ils sont économes. Ils n'ont pas une armée extrêmement nombreuse. C'est pas une force pléthorique. Ils ont également un adversaire. C'est pas seulement l'Ukraine. Ils ont l'OTAN. Ça veut dire toute la puissance américaine, la puissance européenne, ce qu'il en restait. Il en reste plus beaucoup, plus grand-chose aujourd'hui. Donc, c'est une guerre qu'il est difficile d'analyser et d'apprécier à partir des schémas un peu classiques qu'on a tous, hein, mais ça n'est pas une guerre de conquête. Ils procèdent, moi c'est le sentiment que j'en ai, à une destruction méthodique de l'Ukraine pour justement parer le risque de voir l'Ukraine transformée en une espèce de porte-avions, de pays porte-avions contre eux, et ils le font dans un contexte dont ils n'ont pas à se plaindre, parce que leur Oui, économie va bien, sur le plan géostratégique, ça va bien aussi. Leurs intérêts globaux après le pivot vers l'Asie fonctionnent plutôt bien. Donc, c'est en ça que je dis qu'ils sont pas pressés. Qu'ils sont pas pressés. Ce qui est terrible. Alors, je vais vous poser une question quand même. Vous avez déjà fourni un petit élément de réponse concernant ce qui se passe en Occident. La Grande-Bretagne et la France poussent à l'utilisation de ces missiles, poussent à une intensification de l'intervention occidentale. Alors, la Grande-Bretagne, c'est le chihuahua qui passe son temps à glapir, où on voit des généraux ou d'anciens ministres de la Défense raconter n'importe quoi en disant oui, on va envoyer des hommes sur le terrain, mais ils n'ont pas de quoi défendre le stade de Wembley. Donc, en revanche, la France, qui est en train de faire des entraînements, qui affiche, après un président qui a dit on enverra des bottes sur le terrain, quel est notre intérêt d'être belliciste comme ça? alors plusieurs choses. D'abord, sur la stratégie russe, je crois qu'il faut dire que si nous sommes dans une guerre à haute intensité, on est dans une guerre à haute intensité limitée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment concentrée sur le théâtre d'opération, parce que si nous étions dans une véritable guerre de haute intensité, qu'elle soit de conquête ou pas, un petit peu à l'image de 1939-1945, les Russes auraient depuis longtemps frappé la Pologne, les pays baltes, les approvisionnements qui peuvent arriver pour mettre l'armée ukrainienne à genoux. Donc il y a une retenue qui est évidente, comme il y a une retenue de la part des Américains qui ne veulent pas qu'il y ait des frappes en profondeur. Et puis le deuxième élément, c'est que dans cette guerre, les dommages collatéraux sont minimes à la différence de ce qui se passe dans le conflit du Proche-Orient, où ce sont d'abord les civils où les Israéliens font preuve d'assez peu de retenue dans les dommages collatéraux. En ce qui concerne l'intérêt des acteurs, les plus bellicistes sont de très très loin les Britanniques. On s'enorgueillit en France de la formation de cette petite brigade Anne de Kiev.
un peu moins de 3000 hommes, alors que les Anglais en sont, je crois, à 70 ou 80 000 Ukrainiens formés sur leur territoire, ce dont on parle peu. Eux sont vraiment dans une, je dirais, dans une espèce de combat à la fois anti-russe par atavisme, mais aussi dans une espèce de logique de dire, voilà, c'est une des dernières chances que nous ayons de maintenir la grandeur de la Grande-Bretagne, son influence sur la scène internationale. Et d'ailleurs, ils sont assez souvent ceux qui poussent les Américains à être moins, comment dire, moins conciliants. La France, pour sa part aussi, a été, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, assez belliciste à plusieurs reprises. Et j'observe que depuis quelque temps, on reparle au sein de l'état-major des armées de l'envoi des troupes au sol. Hein, on est en train de refaire un certain nombre d'études pour savoir qui nous pourrions envoyer et comment. C'est absolument ridicule. Moi, je suis sidéré par le côté belliciste anti-russe et de l'état-major des armées. Euh, que je n'arrive pas à m'expliquer. Malheureusement, nous sommes en train de nous comment dire, redresser une nouvelle fois contre la Russie sur ce qui se passe en Ukraine, alors qu'on voit bien que de toute façon, le conflit est plié, les Russes ont gagné et continueront à avancer. Voilà, les négociations diront quels sont les territoires qui leur reviendront ou pas et comment se passeront les choses. Ça peut se faire demain, ça peut se faire dans 3 semaines, ça peut se faire dans 6 mois, mais tout ça ne pourra se faire qu'au détriment de l'Ukraine et de l'Europe, et nous semblons obstinés à ne pas vouloir le comprendre, ce qui me sidère littéralement. Avec un chef de l'État, chef des armées, qui a 17% d'opinion favorable dans le pays. Enfin, on a une situation institutionnelle. Je veux dire, bon, hélas, l'histoire nous montre que comment dire, les états-majors français n'ont pas toujours été à la hauteur. Petite anecdote qui date d'hier, mon cher Eric. Le général Vincent Desportes, qui a dit tout un tas d'âneries depuis 3 ans, bientôt, qui avait annoncé que naturellement la Russie allait s'effondrer. Là, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais il a dit, vous comprenez, Poutine est un anxieux, il est enfermé dans son palais parce qu'il craint que, comme Nicolas II, il soit assassiné par sa garde prétorienne. Donc Nicolas II, je vous apprends ça historiquement, mon cher Eric, a été non pas euh, assassiné par les bolcheviks en 1918, pas du tout, c'est la garde prétorienne de Nicolas II qui l'a assassiné. Voilà un monsieur qui a été directeur de l'école de guerre. Non mais je veux dire, on rêve. Bon. Bon, c'est comme ça, hélas. Vous avez abordé la question du Moyen-Orient dans votre intervention précédente. Donc là, c'est à la fois tragique, voire abominable, avec une particularité, c'est qu'en France, on voit peu de choses. Je parle des médias, du système, mais que dès qu'on gratte un petit peu, qu'on veut voir, qu'on va sur Al Jazeera, on voit ce que voit le reste du monde, c'est-à-dire l'abomination de ce qui est infligé au peuple palestinien à Gaza, mais en Cisjordanie aussi. Donc, Israël continue à se croire tout permis. J'ai encore vu des bombardements des banlieues civiles, hein, habitées de Beyrouth. Alors, le lendemain, on vous dit, ah oui, mais il y avait un chef dans une cave, etc. Donc, on a tué 200, 300 personnes, 1000 personnes. C'est pas grave. Chez nous, on a l'État en entier qui s'est mobilisé pour un match de football qui a été, soyons clairs, y compris dans ses dimensions sportives, un peu honteux. Où est-ce que tout ça va? Alors là, je me passe du point de vue français, compte tenu du fait que nous sommes un des pays les plus, je ne parle pas des États-Unis, bien sûr, hein, des plus engagés à soutenir Israël comme nous le faisons. Où est-ce qu'on va? La France aussi, enfin, où est-ce que va la zone, mais où est-ce que va la France? Mais c'est intéressant ce conflit au Moyen-Orient parce que après la guerre en Ukraine, c'est aussi un nouvel exemple de ce basculement du monde. L'une des principales manifestations de ce basculement du monde, c'est que nous entrons aussi dans un régime oui, dans un régime de paradoxe très très fort. Ça a été le cas sur la guerre russo-ukrainienne. Et dans ce régime de paradoxe, on voit l'inflation des médias qui deviennent des activistes et d'une partialité terrible. Et ça devient très très dur aujourd'hui d'avoir un point de
vue neutre. Vous l'avez vécu, expérimenté comme nous sur le conflit ukrainien, où on se fait traiter de pro-russe, d'extrême droite, enfin, d'une manière à la fois caricaturale, risible et totalement abjecte. Mais c'est la même chose sur ce conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que euh, il est très difficile aujourd'hui d'avoir un point de vue mesuré. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans la défense du peuple palestinien en disant il est légitime que ce peuple ait un État et le droit à vivre en liberté, sans pour autant soutenir le Hamas et en dénonçant le Hamas qui est un mouvement islamiste de la pire espèce, et surtout en dénonçant à la fois sa branche armée qui se sont livrés à ces attentats horribles du 7 octobre. Pour autant, il ne s'agit pas de pardonner le moins du monde ce que fait Israël depuis le 7 octobre. Les Israéliens, à mon avis, ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'ils ont voulu réagir, et c'était bien sûr tout l'enjeu du gouvernement Netanyahou, immédiatement. Netanyahou aurait attendu ne serait-ce qu'une quinzaine de jours, il aurait bénéficié, je pense, d'un vrai mouvement d'opinion qui lui aurait permis de capitaliser je dirais, sur les actes horribles du 7 octobre. Mais il a réagi immédiatement, il a totalement surréagi. Alors, on sait bien pourquoi la prison le guette d'une certaine manière. Et l'armée israélienne aujourd'hui, qui n'est ni, comment dire, qui agit sur les ordres du gouvernement, se livre à des actions et à des exactions qui sont tout à fait inacceptables et qui seraient le fait d'un autre État qui ferait hurler tout le monde. Alors, vous avez évoqué ce qui se passe à Gaza. Je veux dire, le rapport entre les 1200 morts du 7 octobre, encore une fois, qui sont tout à fait actes barbares, inacceptables, et aujourd'hui les 36 ou 48 000 morts qui ont été faits en face. C'est-à-dire le rapport est entre de 1 à 30 et de 1 à 40. C'est gigantesque. Ce n'est plus la loi du talion. Sur ce qui se passe en Cisjordanie, sur ce qui se passe également au Liban, il faut le rappeler, on en est à plus de 3 000 morts civiles et des opérations et des frappes tous les jours, une quarantaine de villages rasés. Mais il faut rappeler en même temps que les frappes continuent sur Damas et sur la Syrie, où les Israéliens considèrent qu'il y a des gens du Hezbollah. Alors, là, encore une fois, le Hezbollah n'est pas non plus un mouvement respectable composé d'enfants de cœur. C'était bien sûr un mouvement qui lutte contre Israël, qui se livre aussi à des actes terroristes, à du trafic de drogue. Bon, mais on en arrive à un stade aujourd'hui où, dans la justification d'assurer sa sécurité, les Israéliens bafouent le droit international, se livrent à des actions tout à fait démesurées, inacceptables. Et je ne suis pas un spécialiste du droit comme vous, mais je vois de plus en plus de spécialistes du sujet confirmer qu'effectivement il s'agit bien d'un génocide. Il suffit d'écouter le discours d'un certain nombre de dirigeants véritablement fascistes de l'État hébreu sur l'épuration ethnique qu'ils veulent faire en Cisjordanie comme à Gaza. D'ailleurs, on se demande si une nouvelle Nakba, c'est-à-dire expulsion des Palestiniens, ne va pas se produire. Et là où je dis où l'équilibre est très, très, très difficile à maintenir, parce que les médias ne permettent pas des débats équilibrés en la matière, c'est que euh, la critique virulente de l'État d'Israël à laquelle on doit se livrer, à mon sens, aujourd'hui, en raison de la politique qu'il conduit, ne permet, voilà, il faut être très prudent en disant que, un, d'abord, l'État Netanyahou ne représente pas la totalité de l'État hébreu. Il y a, même si elle est minoritaire, une branche gauche en Israël qui est opposée à cette guerre. On voit d'ailleurs un certain nombre de professeurs, d'universitaires, mais aussi de soldats qui critiquent ce qui se passe. Et puis, ça ne veut pas dire qu'en critiquant Netanyahou, on critique l'existence même de l'État hébreu. Puis ça ne veut pas dire que, je dirais, la communauté juive de France, puisque nous sommes le troisième pays dans le monde ayant la plus grande communauté juive sur le territoire, eux n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas, même si pour des questions de famille, de liens religieux, ils sont très concernés par ce qui se passe en Israël, eux ne sont pas responsables de cette guerre. Donc, quand paradoxalement on voit se multiplier les actes antisémites et l'antisémitisme en France, on est là dans une dimension qui est totalement déconnectée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas au sein de la communauté juive de France des extrémistes qui soutiennent la politique de Netanyahou, mais on a dans cette communauté aussi des gens qui sont totalement opposés à cette guerre. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. En tout cas, je reste sur un point. Ce que fait aujourd'hui l'État Netanyahou, enfin, le gouvernement Netanyahou, est tout à fait inacceptable, condamnable, et ce serait un autre pays que l'État hébreu qui ferait ça aujourd'hui. Les condamnations seraient encore 10 fois plus importantes. Alors, je vais apporter des nuances enfin, à partir de mes propres Voilà. analyses. Euh, je pense que on a parlé d'accélération de la marche du monde au début de cette émission.
je pense que ce qui s'est produit le 7 octobre, ça a été le facteur déclenchant d'un certain nombre de choses. Donc, il y a toute la thèse reprise systématiquement par les médias du système en France. Israël se défend, Israël a le droit de se défendre, ce qui est difficilement réfutable. Le problème, c'est que je pense que ce qui s'est révélé, c'est la vérité de l'Israël d'aujourd'hui. J'insiste beaucoup en disant ça, la vérité de l'Israël d'aujourd'hui, ça n'est pas qu'Israël se défend, c'est que Israël, dirigé par les gens que vous avez décrits, soutenu quand même par une opinion publique, il y a des gens admirables. Hein, il y a ce journal Haaretz qui est extraordinaire. Il y a des gens qui sauvent, ils sauvent l'honneur du pays et qui interdisent l'antisémitisme parce que par le courage dont ils font preuve euh, dans ces circonstances. Et puis bon, dans le monde entier, c'est la même chose aussi. C'est la raison pour laquelle, même si il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme chez nous, tout est ramené à l'antisémitisme. Je parlais de mon cas personnel pour avoir critiqué un tweet de l'ambassade d'Israël qui constituait en lui-même un crime de guerre. Je suis accusé de faire de l'apologie du terrorisme, c'est dire s'il y a eu des excès extraordinaires et des doubles standards d'ailleurs, hein, parce qu'on poursuit d'un côté et surtout pas de l'autre. Donc, mais je reviens sur ce que je disais, sur ce que j'appelle un terme un peu terrible, la vérité d'Israël. Je pense que l'objectif de Netanyahou et de sa bande, y compris de certains néofascistes que vous avez décrits, c'est que le 7 octobre a constitué pour eux un effet d'aubaine. Alors, je ne crois pas une seconde à ce que il l'ait su, qu'il ait laissé passer et tout. Je le pense pas. Peut-être que l'histoire nous apprendra des choses, mais personnellement, ça n'est absolument pas ma conviction. Mais je pense que ils ont utilisé ça et que il y a la mise en œuvre d'une stratégie visant à mettre en place le Grand Israël. Alors, quand j'appelle le Grand Israël, c'est pas les cartes dessiné par Monsieur Smotrich, hein, où on prend un peu d'Égypte, on prend du Liban, etc. Mais en tout cas, sur la partie qui est actuellement contrôlée par Israël, avec des annexions illégales, Golan, Jérusalem, avec une occupation d'apartheid en Cisjordanie, il y a la volonté, effectivement, d'une seconde Nakba, ça je crois que c'est assez clair, et d'imposer par une guerre atroce cette solution-là. C'est pas qu'Israël se défend. En 67, lorsqu'il y a eu l'offensive de 67, je m'en rappelle assez bien, j'avais 17 ans. Effectivement, il y avait le sentiment, parce qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises par Nasser, la fermeture du golfe d'Aqaba, il y avait une tension, et que c'était une guerre qui fut une guerre d'agression, ça De Gaulle l'avait parfaitement pointé, mais dont on pouvait considérer aussi et débattre du fait que c'était une guerre défensive. Elle a perdu ce côté-là compte tenu de ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été capable de dominer sa victoire dans une guerre défensive et elle en a fait une guerre d'agression et de conquête, bien sûr, et on le voit aujourd'hui. Donc, je pense, et c'est pour ça que j'ai peur que ce dévoiement s'accélère, les violations permanentes du droit international, le refus d'appliquer les décisions, c'est-à-dire que Israël est devenu, au plan juridique, un État paria. Et quand vous disiez Eric, les juristes disent que c'est un génocide, il suffit de lire la Convention de 1948 dans son article 2, c'est imparable. Et je rappelle que la Cour internationale de justice, qui est la première juridiction mondiale, c'est la juridiction de l'ONU, a dit il y a un risque de génocide, donc Israël, vous devez faire ceci, 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 cela. Israël n'a accompli aucune des injonctions qui lui étaient ainsi données. Donc aujourd'hui, bien évidemment, la seule chose que pourrait faire la CIJ si elle décidait de prendre la décision qu'elle doit prendre ou qu'elle devra prendre sur la requête de l'Afrique du Sud, c'est de déclarer l'existence d'un génocide, ce qui obligerait tous les pays membres de l'ONU à prendre les dispositions, parce que ça, la Convention de 48
le prévoit, des dispositions pour le faire cesser et pour l'éviter. Bon, donc, ce que je voulais dire dans cette description d'une situation, c'était qu'effectivement, d'une volonté de défense qui a été soutenue, on est passé à la mise en œuvre d'un projet qui est contraire au droit international et qui met en avant, bien évidemment, la dimension néocoloniale, non pas néocoloniale d'ailleurs, coloniale classique d'Israël. Et c'est là où, sur l'accélération, personnellement, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que, bon, ça ravive chez moi des souvenirs. On en a parlé hors caméra avec Éric Dénessé sur la guerre d'Algérie. Je trouve qu'il y a des similitudes, il y a des mots employés, il y a des moments de ce conflit qui sont très inquiétants pour l'avenir d'Israël. Ça, moi, je suis personnellement. Alors, naturellement, on va dire que c'est de la prophétie autoréalisatrice, c'est ce que je souhaite, c'est grotesque, absolument pas. J'ai espéré, cru que c'était une solution possible parce qu'il y avait des dimensions assez extraordinaires, en particulier la création après l'Holocauste européen qu'on avait infligé au peuple juif. Malheureusement, je crains que tout ça ne finisse pas très bien. Alors, et ce D'ailleurs, d'autant. Oui, pardon. oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, Netanyahou a les conditions favorables. C'est-à-dire que les planètes sont alignées. Aujourd'hui, personne ne réagit. Alors, c'est vrai, quand on regarde les votes à l'ONU, les trois quarts des pays condamnent Israël, mais pas l'Occident. Donc, il continue sa politique. C'est vrai qu'il bénéficie d'un regain de popularité depuis qu'il a frappé le Hezbollah, parce que quand les choses se passaient à Gaza pendant un an, il y avait quand même une contestation assez importante entre les familles voulant récupérer les otages, ceux qui considéraient que les exactions commençaient à être lourdes. Mais à partir du moment où il a décidé de s'en prendre au Hezbollah, évidemment, il a eu beaucoup plus de soutien de la population israélienne qui a été, enfin, qui considère le Hezbollah comme son ennemi numéro un, avec derrière l'Iran. Maintenant, qu'est-ce que font les Israéliens? Ils font deux choses. La première, c'est qu'ils se créent cinq ou six générations d'adversaires irréductibles. Hein, malheureusement, ils le savent très bien, mais ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps. Donc, je ne suis pas sûr que, finalement, comme l'avait dit Ben Gourion, c'est ce que nous disions hors antenne, ils ne soient pas conscients que, malheureusement pour eux, à terme, l'État israélien soit vivable, entouré d'adversaires, mais que finalement, tant que le temps joue pour eux, tant que la force joue pour eux, ils font tout pour gagner du temps et assurer peut-être sur une bastionnisation, mais on est en droit de se poser la question, à force de générer autant de haine, autant d'adversaires dans la région, quelle pourrait être à terme la viabilité de l'État hébreu. Et ça, pour nous, Européens, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est important. Après, sur son droit à se défendre, c'est évident, tous les États ont le droit de se défendre, mais tous les États doivent aussi respecter le droit international. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on n'a pas accepté le droit de la Russie à se défendre. Lorsqu'elle est victime de provocations systématiques de la part de l'OTAN qui ne devait pas s'étendre, qu'on installe des missiles à sa frontière, eh bien, on ne reconnaît pas, d'une certaine manière, le droit à la Russie à se défendre alors qu'on le reconnaît à l'État hébreu. Voilà, c'est le deux poids, deux mesures qui caractérise aujourd'hui la position occidentale et qui est à l'origine de notre reflux géopolitique dans le monde. Alors, mon pessimisme, je l'ai expliqué, mon pessimisme sur l'avenir d'Israël. Alors peut-être que je suis trop marqué par mes réminiscences et par mon vécu de la guerre d'Algérie et de l'indépendance, mais il a aussi, il y a deux raisons qui viennent s'ajouter à celles que j'ai exposées. La première, c'est la situation économique d'Israël, liée à sa géographie, liée au fait qu'elle est en état de guerre et qu'elle est complètement sous perfusion américaine. Euh, elle a une situation économique qui est assez dramatique. C'est un tout petit pays, hein. Il y a 7 millions d'habitants. Il y en a déjà beaucoup, les élites, comme d'habitude. C'est pour ça que je parle de la guerre d'Algérie, parce que les fortunes pieds noirs, elles étaient parties depuis longtemps au moment de l'exode qui a eu lieu entre mars et juillet 1962, hein. Donc, l'exil des Européens qui sont partis d'Algérie. Donc, le problème, c'est la situation d'Israël. Est-ce que Israël est un État vivable, au sens vivable fonctionnel, qui pourra le rester,
longtemps alors qu'il est dans un état de guerre, avec une population qui ne peut que se lasser, avec des élites qui ont déjà commencé à s'en aller. Je ne suis pas sûr. La deuxième raison, c'est le reste du monde. C'est pour ça que ça va nous amener au quatrième thème, et à parler de la Chine, mais pas seulement de la Chine, c'est que le monde continue à changer très vite. Il y a eu Kazan, les BRICS, il y a la situation économique de tout un tas de pays qu'on connaît mal chez nous, des dragons qui progressent très rapidement avec des taux de croissance, je pense au Vietnam, je pense à l'Indonésie, assez extraordinaire. En France, on est malheureusement, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans, on s'intéressait au monde qui nous entourait, maintenant c'est fini, on sait plus, on est en train de devenir comme les Américains, on est incapable de situer les pays sur des cartes. Donc, c'est en train de changer et en plus, la majorité mondiale, c'est-à-dire que les pays qui ne se rattachent pas à l'Occident, essentiellement le monde anglo-saxon et l'Union européenne et l'Europe, donc ce Sud global a décidé de faire sans nous. Il a fait sécession et donc c'est pas qu'il veut l'affronter, c'est pas qu'ils veuillent lui faire la guerre, c'est qu'ils veulent faire sans nous. Et ça, c'est une donnée. Alors, moi, quand je m'intéresse, et il est tout à fait possible, merci Internet, à ce qui est en train de se passer dans le Sud global, c'est assez vertigineux. Je pense en particulier à la Chine. Alors, information toute récente, Xi Jinping est en train de faire une tournée en Amérique latine. Il a commencé par l'inauguration d'un port colossal au Pérou, qui ouvre naturellement sur le Pacifique. Et il suffit de regarder les cartes pour voir l'intérêt de cette installation et de cet investissement. Plusieurs milliards de dollars. Donc, euh, et le discours dans l'affrontement avec les Gémons, avec les États-Unis, c'est de dire, bon, vous ouvrez des bases militaires dans le monde entier, nous, on ouvre des ports, on construit des infrastructures de transport, on a notre nouvelle route de la soie, et on fait des tournées, effectivement, dans des pays qui ne sont pas nécessairement amicaux avec nous au départ, qui ne sont pas, qui sont toujours inféodés à l'Occident. Je pense au Pérou, il y avait eu un président qui avait été élu, qui était un homme de gauche, gauche sud-américaine, un instituteur. Il y a eu un coup d'État un peu téléguidé par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est une femme qui l'a remplacé. Moyennant quoi, Xi Jinping a été reçu princièrement au Pérou. Donc, là, moi, j'ai le sentiment d'une accélération technologique, sociale, économique assez considérable. Euh, Face à ce développement, face à cette accélération, je crois que l'Occident n'a pas les moyens d'user de la voie de l'affrontement. Un petit peu ce qui avait été le cas, et en particulier ce que reflète la façon dont les États-Unis passent leur temps à aller essayer de mettre en place des révolutions de couleur, ouvrent des bases militaires dans le monde entier. Ils en ont plus de 900, je crois. D'ailleurs, c'était assez amusant. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, Eric, l'interview de Stoltenberg qu'on interrogeait. On lui disait, mais il y a, il y a- il y a combien de bases chinoises dans le monde? L'autre, il dit, je ne sais pas, mais sûrement beaucoup. Une, en Somalie. Il y a eu plusieurs questions comme ça. Le gars était sec. Hein. J'espère que son successeur, Rutte, hein, qui est un homme politique battu dans son propre pays, donc on les recycle à la direction de l'OTAN, en sait un peu plus. Bien, donc, est-ce que ce développement qui semble s'accélérer est de nature à déstabiliser l'ensemble et à plonger l'Occident dans une spirale un petit peu mortifère? Ah, moi, je pense que très clairement, il y a ce reflux géopolitique de l'influence occidentale qui
paradoxalement pourrait être retardé par la politique de Trump et par ces 7 trilliards de dollars qui pourraient être réinjectés dans l'économie américaine et permettre finalement à Washington de garder encore la tête hors de l'eau, mais il est inéluctable. La question, c'est en combien de temps va-t-il se produire? Voilà. En tout cas, l'Europe en sera de toute façon bien plus la victime que les États-Unis, parce que nous n'avons que deux choix en réalité. Ou suivre aveuglement les Américains, ce que nous faisons depuis, malheureusement, depuis la guerre froide et la fin de la guerre froide, ou bien nous retourner, changer totalement de politique et dialoguer et nous insérer dans le monde qui est en train de se constituer autour des BRICS. Parce que ce nouveau monde est intéressant aujourd'hui. On ne peut pas parler de guerre froide, mais il y a quand même deux blocs, hein, avec un équilibre très intéressant, puisqu'en termes de PIB, les pays des BRICS équivalent presque à l'Occident. En termes de population, ils nous dépassent largement. En termes de démographie aussi, leur capacité de renouvellement des générations est très important. En termes de technologie, on voit aujourd'hui que la Chine, il y a longtemps qu'elle ne fait plus de la copie, mais qu'elle est capable d'inventer des choses que nous ne savons plus faire. Je ne parle même plus en matière d'urbanisme, il suffit d'aller en Chine pour voir la modernité. Et puis, il y a aussi un autre aspect qu'on oublie, c'est en termes de formation et d'éducation, hein. La formation, on le disait tout à l'heure, des ingénieurs dans ces pays-là fait ils préparent l'avenir. Nous ne préparons plus l'avenir dans nos pays occidentaux. Quand on met bout à bout la déchéance de l'éducation, je dirais le recul démographique, l'état de désindustrialisation et des difficultés économiques et financières que nous connaissons, nous sommes vraiment sur une pente descendante très, très glissante. Et le dernier élément, c'est bien sûr l'aspect monétaire, hein, avec ce que sont en train de mettre en place les BRICS je dirais, devenir indépendant du système dollar, du système SWIFT, est quelque chose qui va être très important. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver à une forme de compartimentalisation du monde qui ne sera pas, comme vous le disiez, dans une logique d'affrontement, mais dans une logique de développement parallèle peut-être, qui immanquablement refusionnera un jour. Mais là, en tout cas, c'est ce qu'espèrent probablement les Chinois de leur côté. Leur politique est assez astucieuse, puisque comme vous le disiez, ils n'arrivent pas, comme l'ont fait les Américains et les Occidentaux longtemps, ils n'arrivent pas dans le monde en imposant des accords militaires, des bases militaires, mais en mettant en avant le fait qu'ils respectent l'indépendance des pays dans lesquels ils arrivent, ce qui bien sûr n'est pas totalement vrai, ni même assez peu vrai, puisqu'au bout de plusieurs années, on voit que le pays est totalement mis en coupe réglée et sous dépendance par des questions économiques et financières. Donc le résultat, je pense, au bout du compte, ne sera pas très différent non plus. Mais en tout cas, effectivement, cette évolution est très marquante. Et voilà, la seule chose qui m'amène à la relativiser, c'est de dire, voilà, ce qui peut se passer avec Donald Trump peut amener à une stabilisation de ces deux blocs et ralentir, peut-être pour quelques décennies, ce recul de l'Occident que l'on observe depuis maintenant, depuis le début des années 2000. Alors, Trump, Trump, c'est un pragmatique. Je crois, c'est pas un idéologue, mais je pense que et c'était pas un politique. Quand il est arrivé en 2016, je pense que ça lui a coûté cher, mais il s'est adapté. Est-ce qu'il peut être l'homme ou est-ce que son système, est-ce que les gens qui l'entourent, enfin sa politique peut être le moyen de d'amener les États-Unis à la multipolarité, c'est-à-dire mettre de l'eau dans leur vin sur l'unipolarité, l'ordre international selon les règles, parce que celui-là, il va être difficile à tenir, hein. Oui, alors moi j'en suis pas sûr. Je pense que Trump a l'espoir que la relance de l'économie américaine qu'il pourrait faire va permettre aux États-Unis de rester un joueur majeur. Euh, et qui lui permettra de négocier en position de force avec les autres acteurs internationaux et principalement la Chine. Ce qui ne veut pas dire que dans le cadre de ces négociations, il n'ait pas cet esprit pragmatique de faire des deals comme on l'a vu et comme on sait qu'il est capable de le faire. Mais voilà, la question, ça va être est-ce qu'il va se retirer de l'OTAN? Il y a quand même beaucoup de choses qu'il a annoncées qu'il n'a pas fait ou qu'il ne va pas faire. Parce qu'on se disait il va essayer de dissoudre le FBI, supprimer la CIA. Je pense qu'il n'ira pas jusque-là.
hein, même s'il doit réformer ses structures en profondeur. Donc, je crois que son objectif numéro un, c'est d'abord l'économie, redonner aux États-Unis leur puissance économique qui est absolument indispensable pour après assurer une puissance politique, militaire et diplomatique dans le monde. Et que ça, j'ai envie de dire, les 2 prochaines années vont nous permettre de voir si ça prend ou pas. Et si ça ne prend pas, je crois que là, on aura une vision assez claire du rôle de plus en plus faible que jouera l'Occident à l'avenir dans un monde en évolution. Et donc, à partir du moment où il y aura recul, nous n'aurons pas d'autre choix que de rentrer dans cette multipolarité qui, de toute façon, est l'avenir du système international tel que l'on voit se dessiner aujourd'hui. Donc, la question, c'est est-ce que ça présente un intérêt de le retarder? En tout cas, ça peut présenter un intérêt pour les Américains, ça ne représente aucun intérêt pour les Européens. Alors, ça ramène à cette notion de destinée manifeste qu'auraient eu les États-Unis, qu'auraient les États-Unis. Alors, faut pas analyser tout ce qui s'est passé depuis 19e et 20e siècle à la lumière de cette volonté de mettre en œuvre cette destinée manifeste. Ça a joué un rôle clairement idéologique et politique. Mais est-ce que Trump la partage, cette idée forte de destinée manifeste, c'est-à-dire on est là pour conduire le monde, on est là pour être les plus forts et pour imposer au monde nos standards pas seulement économiques, hein, mais nos standards moraux, nos valeurs, etc. Est-ce que cette idéologie, il la partage vraiment? Moi, je suis pas sûr. Non, moi non plus, parce que il n'a pas cette culture-là. Je crois pas que il n'a pas du tout une culture politique, géopolitique. Son mode de raisonnement est beaucoup plus proche de celui d'un chef d'entreprise qui veut être le premier sur le marché, le meilleur, l'entreprise qui gagne. Mais une entreprise qui gagne n'est pas là pour imposer, elle est là pour imposer ses produits, pour faire plus de bénéfices, mais elle n'est pas là pour imposer ses valeurs aux autres. Et donc, je ne discerne pas ce genre d'attitude chez Trump. Au contraire, il est même en train de remettre en cause un certain nombre de valeurs américaines et par son retour aux vraies valeurs, entre guillemets, chrétiennes, anti-woke qu'il met en place. C'est plus une logique là aussi conservatrice, c'est-à-dire conserver ce qui est fait avec une forme de repli sur les valeurs américaines. Et puis, sincèrement, il considère que tous ces conflits, toutes ces bases, toutes ces interventions extérieures coûtent très cher et que ce n'est pas quelque chose qui est très, très, très utile à l'économie américaine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas redynamiser l'industrie de défense américaine pour qu'il y ait plus d'exportation, mais son interventionnisme, à mon avis, va être beaucoup plus limité, va même être restreint par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà une perspective. Alors finalement, qui nous éloigne peut-être du piège de Thucydide, hein, sur l'émergence d'une autre puissance et devant cette émergence devant déboucher mécaniquement sur la guerre. Le problème de la guerre, c'est que aujourd'hui, compte tenu de l'évolution militaire, de l'évolution des armements, ça devient de plus en plus difficile de la faire. Ce que vous disiez tout à l'heure, Eric, en Ukraine, elle est limitée. Et tout le monde a veillé à ce qu'elle reste limitée. Hein, ça a tué beaucoup de monde, surtout chez les Ukrainiens, mais tout le monde a fait bien attention parce qu'il y avait le facteur, d'abord, d'intérêt immédiat, puis le facteur rationalisant du risque nucléaire. Ça, c'est clair que personne n'a envie de l'apocalypse. Alors, donc, merci donc d'avoir participé à cette discussion, mon cher Eric. L'idée, c'était, y a-t-il une accélération du monde? Donc, on a regardé un petit peu les différents théâtres. Euh, pour répondre positivement, je vais dire que si on réfléchit au monde de début 2022 et à celui qui est sous nos yeux pour début 2025, c'est clair que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, c'est assez extraordinaire. On a ce que disait Xi Jinping sur le perron du Kremlin à Poutine. Nous connaissons un changement qui ne s'est pas produit depuis 100 ans et nous allons le conduire ensemble. Bon, eh ben nous verrons, hein. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Merci à vous. Eric, et à une prochaine fois.